Les enquêteurs monégasques ont aujourd'hui nommé le commanditaire de la tentative d'assassinat contre l'oligarque ukrainien Ilyer Molaïev. L'incident à Monaco a fait la une de tous les médias occidentaux, car il implique précisément un oligarque ukrainien. Les enquêteurs à Monaco estiment que le service de sécurité d'Ukraine pourrait être impliqué dans l'attentat contre la famille de l'oligarque ukrainien sous sanction, Vadim Yermolaïev. Bien que précédemment, les médias aient lié cet incident aux activités des centres d'appel à Dnipro, à cause desquels, il y a quelques mois, le fils d'Yermolaïev, Artur, a été arrêté à Chypre à la demande d'Interpol, qui aurait pu dénoncer ses complices en Europe. Yermolaïev fils a reçu une peine avec sursis précisément pour sa coopération avec l'enquête. D'un autre côté, les médias européens évoquent l'hypothèse que la tentative d'assassinat contre Yermolaïev pourrait au contraire être orchestrée par le FSB russe, le service fédéral de sécurité. En effet, c'est le fils d'Yermolaïev qui est considéré comme le propriétaire d'un réseau de centres d'appel frauduleux opérant pour la Russie. 5 mois plus tôt, un autre homme d'affaires lié à cette même activité avait été tué à Bali. Et voilà qu'en octobre de l'année dernière, le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, a déclaré qu'il existait sur le territoire ukrainien plus de 120 centres d'appel qui seraient soi-disant supervisés par le SBU et les forces armées ukrainiennes. Et la veille, des drones russes ont même attaqué précisément des centres d'appel à Dnipro, et Bortnikov a promis de se venger. Donc il y a vraiment matière à enquêter ici. Reprenons dans l'ordre. Je commence par rappeler le contexte général. Le 29 juin vers 21h00 heure locale, une explosion s'est produite près d'une maison à Monaco. Une caméra de surveillance a filmé le moment où un sac à dos contenant un engin explosif a été déposé au pied du bâtiment. Le suspect, visible sur la vidéo, a traversé à pied la frontière de Monaco et s'est enfui quelque part en France. Lors de l'explosion, un homme et une femme ont été blessés, ainsi qu'un adolescent de 13 ans, probablement un membre de la famille de ce couple. Mardi matin, le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, a annoncé qu'Ermolaïev et sa compagne avaient été blessés lors de l'explosion, cette dernière ayant subi des blessures très graves. La police n'avait connaissance d'aucune menace à l'encontre d'Ermolaïev. Je souligne qu'Ermolaïev a fait fortune dans la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, pendant les tumultueuses années post-soviétiques. Il s'occupait principalement de l'immobilier et, à un certain moment, il figurait parmi les Ukrainiens les plus riches. Et vous savez, j'ai aimé la façon dont Dnipro a été décrit aujourd'hui sur CNN. Je cite. Avant la guerre, Dnipro avait la réputation d'être la capitale ostentatoire de la richesse et du luxe, où la différence entre les autorités locales et les éléments criminels n'était pas toujours évidente. La ville est également connue pour sa communauté juive prospère, dont un membre éminent et actif était Yermolaïev. Yermolaïev a quitté sa patrie et a renoncé à la citoyenneté ukrainienne en 2019. L'oligarque et homme politique de 58 ans est actuellement citoyen de Chypre, bien qu'il ait auparavant résidé à Monaco. Le motif de la tentative d'assassinat demeure incertain jusqu'à la fin. Ermolov ou Ermolaïev n'a apparemment pas de lien évident avec la guerre en Ukraine, mais comme on dit, ce ne sont que les liens évidents. En décembre 2023, Kiev a imposé des sanctions contre lui pour avoir mené des affaires en Crimée occupée par la Russie. Cependant, le fils d'Ermolaïev, Artur Ermolaïev, est une figure bien connue de la scène criminelle ukrainienne. Il a été arrêté à Chypre ce printemps, accusé d'être l'organisateur d'une vaste escroquerie, ces fameux centres d'appel. Plus tard, il a été extradé vers l'Estonie, où, en avril, il a été reconnu coupable d'escroquerie à grande échelle. Et donc, selon les documents judiciaires, Artur Ermolaïev a plaidé coupable d'avoir créé et dirigé un système d'escroquerie par téléphone. C'est-à-dire des centres d'appel qui, sous couvert de fausses opportunités d'investissement, ont volé environ 100 millions d'euros à des victimes de différents pays européens entre 2019 et 2022. Rien qu'en Estonie, Ermolaïev et ses complices ont dépouillé les gens de près de 5,5 millions d'euros. Il a été condamné à 5 ans de prison, mais il a conclu un accord avec la justice, selon lequel il a été expulsé d'Estonie après avoir purgé seulement 4 mois de sa peine.
Il a payé une amende de 8,5 millions et a pris en charge les frais liés à son extradition vers l'Estonie. Et donc, selon les médias estoniens, après cela, il a été expulsé vers Israël, où il se trouve très probablement actuellement. Mais avant de partir, il aurait apparemment eu le temps de dénoncer aux enquêteurs les responsables politiques européens qui lui étaient en lié. Et il est envisagé que derrière l'attentat contre Yermolaïev se cache un syndicat criminel international, c'est-à-dire ses complices, ses associés, qu'il aurait réellement pu dénoncer aux enquêteurs, raison pour laquelle il aurait été relâché. Et aujourd'hui, on apprend que les enquêteurs à Monaco pensent que le service de sécurité de l'Ukraine pourrait être impliqué dans l'attentat contre la famille de l'oligarque ukrainien sous sanction, Vadim Yermolaïev. Bien que précédemment, les médias étaient liés l'incident aux activités des centres d'appel à Dnipro, à cause desquels, il y a quelques mois, le fils déjà mentionné d'Yermolaïev, Arthur, a été arrêté à Chypre à la demande d'Interpol. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le journal Le Figaro. Les autorités de Kiev ont déjà commenté cet incident, et cela il y a 2 jours. Ils ont assuré que les diplomates ukrainiens se trouvent sur le lieu de l'attentat contre la famille d'origine ukrainienne et ont ajouté que le ministère identifie les victimes et vérifie s'ils possèdent la citoyenneté ukrainienne. Et hier, lors d'un briefing, le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, a déclaré que les forces de l'ordre poursuivent toujours le poseur de bombes non identifié. Ils espèrent pouvoir l'arrêter assez rapidement. Eh bien, entre-temps, les médias ont rapporté que le fugitif aurait pu se diriger vers l'Italie, mais le parquet garde le silence à ce sujet et ne précise pas s'il avait un complice ou un organisateur. En gros, il est fort probable qu'il l'ait déjà perdu. Et maintenant, je vais citer Le Figaro, une citation à laquelle de nombreux propagandistes russes se sont accrochés aujourd'hui. Citation. La principale version examinée par les enquêteurs est qu'il s'agit d'une opération organisée par le service de sécurité de l'Ukraine. Cette attaque était très probablement un avertissement pour Ermolaïev, et c'est tout. Il n'y a plus aucun argument en faveur du fait que le SBU soit derrière cette tentative d'assassinat. D'un autre côté, la publication de l'agence écrit qu'un autre service de renseignement pourrait être derrière la tentative d'assassinat contre Ermolaïev. Il s'agit du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB. En fait, les centres d'appel de Dnipro extorquaient activement de l'argent aux Russes et surtout aux occupants russes sauvages. Et le chef du FSB, Bortnikov, a même menacé de se venger pour cela. La victime de l'explosion de lundi à Monaco, Vadim Ermolaïev, avait plusieurs liens avec la Russie. Tout d'abord, en Ukraine, il était accusé de poursuivre ses activités en Crimée après l'annexion et d'avoir versé des centaines de millions de roubles au budget russe. Deuxièmement, son fils est considéré comme le propriétaire d'un réseau de centres d'appel frauduleux, opérant pour la Russie. 5 mois plus tôt, un autre homme d'affaires avait été tué à Bali et lui aussi était lié à la même entreprise de centre d'appel à Dnipro. Et maintenant, toute la propagande russe met l'accent sur le lien entre Yermolaïeva et les centres d'appel. Yermolaïev possède un commerce de vin en Crimée et après l'annexion de la péninsule par la Russie, sa société Alev Vinal a simplement été prise puis divisée en une partie ukrainienne et une partie russe. La société Alev Vinal Crimée, nouvelle filiale, et l'entreprise viticole Bourliuk, liée à Yermolaïev, ont reçu à plusieurs reprises des crédits en Russie après l'annexion, ce qui prouve qu'Yermolaïev a continué à y travailler. De plus, les entreprises des bandes Yermolaïev ont exécuté au moins 4 contrats avec des structures étatiques russes pour près de 140 millions de roubles. Au final, ce n'est qu'en décembre 2023, soit près de 10 ans plus tard, que Volodymyr Zelensky a imposé des sanctions contre Yermolaïev, précisément pour ses activités sur le territoire de la Crimée. Et donc les enquêteurs ont alors calculé que pendant la période d'occupation de la Crimée, Yermolaïev avait payé près de 500 millions de roubles d'impôts au trésor russe. De plus, depuis l'annexion, Yermolaïev s'est rendu en Russie au moins 8 fois, et ce jusqu'en décembre 2018. C'est ce que révèlent les données issues des fuites.
Yermolaïev lui-même a nié posséder ou gérer une entreprise en Crimée et a affirmé que ses actifs criméens avaient été perdus à jamais après l'annexion. Selon Yermolaïev, les militaires russes ont volé à son entreprise du matériel d'une valeur de 23 millions d'euros et ont détruit son avion Gulfstream J-150 lors d'une frappe de missile. Mais la famille Yermolaïev avait aussi une autre activité. Il s'agissait de centres d'appels illégaux. L'explosion pourrait être liée au fonctionnement de ces centres d'appel à Dnipro. C'est ce qu'a écrit Ukrainska Pravda en se référant à des sources. Le réseau de plus de 50 centres d'appels illégaux est dirigé par le fils du millionnaire, ce même Artur Yermolaïev. Comme je l'ai déjà dit, en avril, un tribunal en Estonie lui a infligé une peine avec sursis pour avoir organisé une fraude téléphonique d'un montant de 100 millions d'euros. Il est intéressant de noter que peu de temps avant l'attentat, les médias pro-gouvernementaux russes ont commencé à appeler Yermolaïev père, le propriétaire des centres d'appel frauduleux. Les propagandistes ont déclaré que les centres d'appel frauduleux de Dnipro, qui trompent les Russes, sont devenus un sérieux problème pendant la guerre, car ils extorquaient donc des millions aux Russes sauvages. En octobre de l'année dernière, le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, a déclaré qu'il existait plus de 120 de ces centres d'appel sur le territoire ukrainien qui seraient prétendument supervisés par les services de sécurité et les forces armées ukrainiennes. Et la semaine dernière, le canal Z Ribar, proche du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, a rapporté qu'en septembre, plusieurs drones russes avaient même attaqué l'un de ces centres d'appel à Dnipro. L'essentiel, c'est que les centres d'appel à Dnipro soutiraient peu de l'argent même aux occupants russes, qui recevaient en main des paiements pour la guerre contre l'Ukraine. En gros, à Dnipro, ils soutiraient vraiment des sommes assez importantes des poches de ces Russes arriérés et sauvages. Et maintenant, sur Internet, on relie la tentative d'assassinat contre Yermolaïev à Monaco à un autre épisode très similaire. Je rappelle qu'en février, on a appris le meurtre brutal à Bali d'Igor Komarov, un Ukrainien également lié au centre d'appel. Et certains médias ont rapporté que l'enlèvement de Komarov pourrait avoir été organisé par des ressortissants de Tchétchénie. Mais je tiens à souligner que l'histoire de Komarov à Bali est entourée de détails très flous, qui au final ne forment pas vraiment un tableau cohérent. En conclusion, je répète, seuls les enquêteurs pourront identifier les vrais commanditaires et auteurs de la tentative d'assassinat contre Ermolaïev.